RTCI vous propose Dans le vif de la Constitution, une émission présentée par Anis Moulay. Heures passées de 30 minutes sur les ondes d'RTCI, Anis Moulay vous présente Dans le vif de la Constitution. Aujourd'hui, on va discuter de l'institution de la présidence de la République telle qu'elle a été donc prévue par l'Assemblée nationale constituante. La présidence de la République qui constitue, comme vous le savez, la deuxième tête du pouvoir exécutif avec la présidence du gouvernement, puisque les constituants ont choisi un système basé sur le partage des compétences au niveau de ce pouvoir. Qui peut devenir le président de la République tunisienne? Selon quel mode de scrutin? Quelles sont les attributions du président de la République? Qui contrôle ses actes et qui a le pouvoir de le destituer? Et selon quelle modalité? Possède-t-il une immunité? Et est-elle exercée après son mandat? Et enfin, la grande question qui taraude l'esprit des observateurs et des juristes et de tous ceux donc qui suivent les actualités par rapport à l'Assemblée nationale constituante, ce partage de compétences avec le président du gouvernement saura-t-il faire bénéficier à la Tunisie un équilibre institutionnel? Toutes ces questions et bien d'autres seront être développées avec mon invité qui est fidèle au poste. Et on le remercie pour ses éclaircissements chaque semaine. J'ai nommé c'est Abdelhamid Labd, maître de conférence en droit public dans les universités tunisiennes. Monsieur, soyez la bienvenue. Merci Anis. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour traiter un peu de cette question qui est cruciale pour l'avenir de notre pays et j'espère que les éclaircissements que nous apportons aident à comprendre mieux le projet du système politique qui sera installé en Tunisie prochainement. Donc le travail, c'est un travail partagé et l'initiative vous revient. Donc nous partageons un peu cette lourde tâche d'expliquer des choses qui sont un peu difficiles à comprendre de prime abord. Tout à fait, c'est Abdelhamid, je vous remercie aussi. Alors pour commencer, moi je voudrais savoir, je vous poserai la première question, qui peut devenir le président de la République tunisienne? La réponse à cette question est toute simple. On revient au texte de projet de la Constitution, c'est-à-dire le dernier draft de juin 2013. Et selon l'article 73 de ce projet, la candidature au poste de président de la République est un droit pour tout électeur et électrice tunisien, de nationalité tunisienne depuis la naissance, et ayant pour religion ou comme religion l'islam. L'article 73 pose aussi d'autres conditions pour la présentation de la candidature. Il prévoit que le candidat ou la candidate doit ne pas être titulaire d'une autre nationalité le jour de dépôt de sa candidature et il doit ou elle doit être âgé de 40 années accomplies au minimum et 75 années au maximum le date de la présentation de sa candidature. Juste pour interagir avec vous, depuis donc vous avez mentionné que ce projet de la Constitution il date du dernier draft donc du juin 2013, mais vous savez que l'institution de la présidence de la République, c'est Abdelhamid, a été donc au cœur de tiraillements politiques et dans le cadre de la commission de consensus qui a été élaborée au sein de l'Assemblée nationale constituante, on a essayé un peu donc de changer quelques dispositions, et notamment la disposition selon laquelle le binational, c'est-à-dire celui qui possède la double nationalité, pourra aussi donc porter sa candidature à la magistrature suprême
à condition qu'il donc renonce à sa double nationalité une fois investi de la fonction. Autre chose, on a supprimé le verrou de 75 ans, donc pour des considérations que vous connaissez certainement. Hein, les 75 ans n'ont plus une borne maximale pour la magistrature suprême, et dès lors, toute personne qui a plus que 75 ans pourra donc se porter candidate à la magistrature suprême. J'ajouterai aux conditions qui sont prévues dans le texte, après avec les éclaircissements que vous venez d'apporter, il faut, selon le projet de l'article 73, que la candidature soit parrainée par un certain nombre de membres de l'Assemblée de représentants du peuple ou des présidents de collectivités publiques locales élus, ou un certain nombre d'électeurs inscrits, et cela sera précisé par la loi électorale. C'est-à-dire, pour cette condition, c'est comme on cherche à cautionner un peu la candidature de certains des candidats finalement, hein. C'est-à-dire on essaye de prévoir un certain nombre de signatures de la part de présidents de collectivités locales. Lorsqu'on parle de collectivités locales, on parle donc de présidents de communes, on parle de gouverneurs, on parle aussi d'élus au conseil. Donc juste une précision, les gouverneurs n'ont pas tous qui sont désignés et ne peuvent pas présenter ou parrainer des candidatures à la présidence de la République. Ceux qui peuvent parrainer des candidatures doivent être des présidents élus de collectivités publiques locales. Pour le moment, nous n'avons qu'un seul, théoriquement, c'est les présidents des conseils municipaux qui sont élus. Mais il y a un projet, je pense, par rapport donc aux élections des gouverneurs, des présidents de conseils régionaux. Vous savez, tout ça c'est dans le conditionnel, puisque ça dépend de l'installation de instances qui sont prévues dans le texte de la Constitution. Donc même pour la loi électorale, donc tout ça c'est au conditionnel. Là, on ne sait pas exactement. Donc pour récapituler, un Tunisien un citoyen de nationalité tunisienne, un binational, voilà, ou citoyenne bien sûr, c'est la grande avancée, honneur aux dames, et aussi donc 40 ans au minimum. Il n'y a pas de verrou pour la borne supérieure de l'âge. Donc le mode de scrutin, Sir Abdelhamid. Il est important, je pense, de parler du mode de scrutin qui est donc un mode, je pense, de suffrage universel direct. Oui, tout à fait. Donc, c'est l'article 74 de ce projet de 2013 qui prévoit que l'élection s'est faite par un scrutin direct, toujours ces termes littéraires, secret, intègre, transparent, et avec le suffrage sera emporté par la majorité absolue de voix déclarées. C'est-à-dire que nous allons avoir en principe 2 tours si jamais on n'a pas les 50% plus 1 des nombres de voix. C'est bien ça. Voilà, tout à fait. C'est ce qui est prévu dans le texte. C'est-à-dire dans le cas où... Si vous nous expliquez un peu donc ce phénomène. Donc, puisque l'élection se fait à la majorité absolue de voix déclarées, donc il faut que celui qui sera désigné comme vainqueur des élections présidentielles doit avoir un minimum de voix, c'est-à-dire de voix qui sont comptées, de voix déclarées. Donc, le décompte de voix, c'est pas par rapport aux électeurs, mais par rapport aux voix qui sont comptées, qui sont déclarées comme valides ou valables. Donc la majorité absolue sera calculée par rapport à ce nombre qui sera déterminé concrètement lors des élections. Et si le candidat obtient au premier tour la majorité absolue, c'est-à-dire comme tu viens de le dire, 50% plus une voix, donc il sera déclaré immédiatement vainqueur. Sinon, s'il n'y a pas de majorité absolue, il y aurait un deuxième tour qui fonctionne de la même façon, donc, sauf que pour le second tour
le nombre de voix sera calculé par rapport où le vainqueur sera déclaré quel que soit le nombre de voix obtenues. C'est-à-dire, si je récapitule, donc si nous avons 5 candidats à la présidence de la République, si aucun des 5 candidats n'obtiennent donc les 50% plus 1 lors du premier tour, donc on va faire un deuxième tour, et seulement ceux qui ont obtenu le plus de nombre de voix, donc ils se présenteront donc au deuxième tour, et celui qui obtiendra plus de voix parmi les deux sera donc investi de la magistrature suprême. Voilà. Une autre précision concernant toujours ces modes ou cette élection. Selon le nombre de mandats présidentiels qui est prévu aujourd'hui dans le projet, je ne sais pas si cet article a été révisé ou amendé par non, il ne l'a pas. Donc le projet prévoit que le mandat présidentiel sera de 5 ans et le président élu aura la possibilité de se représenter une seule fois. C'est-à-dire en tout et pour tout, le président de la République élu ne pourra exercer la magistrature suprême que pendant 10 ans. Et le texte précise... De façon continue ou discontinue? Voilà, le texte, c'est l'ajout du texte, il précise que ces 10 ans seront soit, ou ces 2 mandats présidentiels peuvent être soit successifs, soit 2 mandats qui sont séparés. Donc, dans tout le cas de figure... Il ne peut pas dépasser 10 ans. Une seule personne ne peut être président de la République que 10 ans. Donc, si aujourd'hui on a des élections présidentielles, celui qui va gagner ces élections-là restera pendant 5 ans. Il pourra se représenter, il sera donc le président sortant, il pourra se représenter, il pourra gagner, il aura 10 ans, après les 10 ans, donc il se retire définitivement de la candidature par rapport donc à un 3e mandat. Sinon, il peut aussi donc être président actuellement, pendant 5 ans, se représenter, ne pas gagner, après, à la 3e, je dirais, élection, il se présentera pour 5 ans et à la fin, donc, il finira par se retirer de façon définitive. Voilà, c'est ce que prévoit le texte, c'est-à-dire que dans toutes les façons, dans tout le cas de figure que vous venez de citer, le président de la République ne peut être président que pour 2 mandats présidentiels. C'est une avancée quand même par rapport à ce que nous connaissons auparavant. C'est ce qu'on peut dire. Parce qu'on a eu sur le plan, on parle sur le plan de constitutionnel. Voilà, exactement. On parle sur le plan constitutionnel. Oui, tout à fait. Parce qu'auparavant, avec Bourguiba en 75, il a instauré donc la présidence à vie. Après, avec le déchu, donc là, aussi, en 2002, il a prolongé de façon indéfinie donc son mandat. Voilà, donc c'est une avancée, mais aussi avec, les phénomènes qui se sont passés dans le passé avec l'histoire du pays, donc je crois que une personne... Vous vous rappelez aussi l'affaire Poutine, hein? Non, en URSS. Plutôt la République de Russie, de Russie. Mais ici, c'est différent, parce que l'histoire de la Tunisie est différente. La fin triste de 2 ex-présidents, les 2 premiers présidents, c'est-à-dire Bourguiba et Ben Ali, c'est une fin triste, donc c'est le plus grand des enseignements pour Je dirais fin triste pour Bourguiba, mais... pour lui, oui, ce serait triste. Donc, de façon le déchu, je pense pas que... Voilà. Réellement, parce qu'ils ont perdu le pouvoir dans des circonstances dramatiques, tous les deux, mais c'est une question d'appréciation, mais cette fin triste incite à réfléchir celui qui veut changer ses dispositions. Donc, dans la pratique, même si le texte ne le dit pas, aujourd'hui, avec le recul, avec l'expérience du temps, personne ne va s'amuser à rester éternellement à la présidence de la République. C'est un pays difficile à gérer, et donc... Surtout aussi que le président de la République ne détient pas donc tous les pouvoirs en main. Il a donc un partage de compétences avec le président du gouvernement, et ceci donc pourra lui être un peu préjudiciable par rapport donc. Ça peut être analysé d'une autre façon. Si ce sont des compétences qui le déchargent de beaucoup de responsabilités par ailleurs. Donc c'est pas uniquement un mauvais côté, mais le problème dans la pratique, comment cela va-t-il fonctionner? C'est-à-dire que avant d'arriver à ce sujet, parce qu'on va lui garder donc un peu plus de temps, Abdelhamid, par rapport aux attributions, moi je voudrais vous parler donc de l'immunité. Cette immunité qui caractérise le président de la République, est-ce que c'est normal que dans le cadre d'un projet de constitution, on prévoit une immunité, surtout que
on a tous en mémoire l'amendement de l'article 40 de la Constitution de 59 qui a prévu une immunité au président donc déchu Zine al-Abidine Ben Ali. Cette question de l'immunité, est-ce qu'elle permet au président de la République de dépasser ses prérogatives, éventuellement de devenir oppresseur sans qu'il ne soit inquiété dans les fonctions, donc dans le cadre de ses fonctions lorsqu'il est donc investi de la magistrature suprême? Bon, sur le plan théorique, d'abord, il faut qu'on soit honnête sur cette question. Et dans toute constitution, dans tout système politique, il est tout à fait normal que le président de la République bénéficie d'une immunité juridictionnelle. C'est-à-dire, on ne peut pas soit le poursuivre, soit le juger devant de juridictions, quelle qu'elle soit. Et cela pendant l'exercice de ses fonctions et pour des raisons qui ont trait à l'exercice de ses fonctions, même pour des raisons qui ne sont pas en relation avec l'exercice de ses fonctions. On ne peut pas perturber la marche d'une institution aussi importante que la présidence de la République. C'est tout à fait normal. D'accord. Pour ne pas tomber dans des considérations de politique politicienne, on ne peut pas à chaque fois demander au président de la République de comparaître. Oui, tout à fait. C'est tout à fait normal pour un système, ou quel que soit le système. On ne peut pas permettre à ce que cela soit perturbé d'une manière tout à fait gratuite et pour n'importe quelle situation, cause, etc., même en l'absence de cause, de perturber la marche de ces institutions, parce que c'est très important, on ne peut pas jouer avec ça. J'apprécie beaucoup votre dernière intervention parce que vous parlez d'institutions. Certains donc essayent peut-être d'apprécier par rapport aux personnes, mais là on parle réellement d'institutions et non de personnes. Oui, vous savez, l'expérience nous enseigne que si on personnifie les choses, c'est les excès, on ouvre la porte aux excès, ou si on ouvre la porte aux dangers. Pas pour le pays, mais aussi pour la personne elle-même. Ça permet aussi donc d'avoir une dimension assez objective lorsqu'on traite la question. C'est tout à fait pour quelqu'un, d'un minimum d'honnêteté. Il s'agit ici de devenir d'un pays, de la gestion des affaires d'un pays, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des arrière-pensées ou des états d'âme. Donc il faut que la question soit précise et que le président ou quelle que soit l'institution qui est concernée fonctionne au moins normalement. Vous savez, avec ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation qui n'est pas confortable, avec une transition qui s'éternise, etc. Donc, ça n'aide personne à aller de l'avant. D'accord. Je voudrais maintenant, Sarah Blarmid, aborder la question la plus importante, à mon avis, par rapport à l'institution de la présidence de la République, la question relative aux attributions. Vous savez que cette question-là a suscité pas mal de remous, dans la mesure où le système politique mis en place avec une dualité dans l'exécutif tunisien, président du gouvernement, président de la République, vise à assurer un certain équilibre institutionnel entre donc ces deux têtes de l'exécutif. Il y a eu un partage, je dirais, des compétences entre les deux, légèrement en faveur donc du président du gouvernement qui s'attribue pratiquement toutes les compétences. Et la question que je pose maintenant, est-ce qu'il s'agit de peu de présidents, de beaucoup de présidents, ou de mieux du président? Vous savez, c'est une question qui est très importante, et le problème qui se pose avec ce projet de constitution, c'est que c'est un projet qui risque de poser énormément de problèmes dans la pratique, c'est-à-dire dans la délimitation des attributions de président de la République. C'est-à-dire, avant d'arriver à la délimitation, quelles sont les attributions du président de la République? On commence par le commencement. Dans le chapitre 4 de projet de la Constitution, il est spécifiquement dit que le pouvoir exécutif est exercé par un président de la République et un gouvernement présidé par un président de gouvernement. Donc déjà avec la dénomination, c'est clair que le pouvoir exécutif sera partagé entre deux institutions. Ça c'est tout à fait clair. Par la suite,
Donc il y a des nominations, je pense, au niveau... Le problème se pose parce que finalement, il a fallu délimiter exactement quelles sont les compétences qui sont reconnues d'une part au président de la République et au président du gouvernement. Nous avons traité des compétences du président du gouvernement lors des séances précédentes et pour le président de la République, ici... il est spécifiquement dit que, selon l'article 76 de ce projet, le président de la République représente l'État et il est compétent en matière de mise en place de politique de l'État, en matière de défense et de sécurité nationale et de relations extérieures. Avec le concours du président du gouvernement. Pas tout à fait ça, parce que le texte dit en symbiose avec la politique générale de l'État. Qui elle, est mise en place par le président du gouvernement. C'est une contribution, c'est-à-dire c'est une compétence partagée. Oui, c'est une compétence partagée. Mais à dominance présidentielle, si je peux parler comme ça. C'est-à-dire que c'est le président de la République qui a, en définitive, la charge de définir ce que c'est la politique extérieure du pays, quelle est la politique de défense et de sécurité nationale. C'est-à-dire que lui est compétent à mettre en place la politique étrangère du pays et la politique de défense, que ce soit défense donc des frontières ou bien sécurité intérieure. Par ailleurs, voilà, tout à fait. Aussi, le projet reconnaît certaines autres compétences au président de la République. Bon, on peut passer sur les compétences qui concernent les nominations. Voilà, ça, c'est très important. Mais les compétences qui concernent les relations extérieures et la sécurité, ou ce qui relève de la représentation de l'État, telle que l'attribution de décorations ou d'autres juridictionnelles, des attributions juridictionnelles telles que la grâce présidentielle ou des choses comme ça. Mais par ailleurs, le président de la République, par exemple, désigne le mufti de la République et met fin à ses fonctions. Et le président aussi désigne et met fin aux fonctions pour les fonctions publiques, les hautes fonctions publiques, aussi bien à la présidence de la République et les institutions ou les établissements qui relèvent de la présidence de la République. Et également, le président de la République a la charge ou a la compétence de désigner et de mettre fin aux fonctions supérieures militaires, diplomatiques et aussi qui relèvent de la sécurité nationale, avec la précision ici dans le texte que il faut que ces désignations ne rencontrent pas le refus du président du gouvernement. L'objection d'une commission des députés ou de la Chambre des représentants du peuple. Donc c'est un mécanisme qui est un peu plus ou moins prévu pour permettre au pouvoir législatif d'exercer un certain contrôle, droit de regard sur les désignations qui sont faites par le président de la République. Par ailleurs, un dernier point, le président de la République désigne le gouverneur de la Banque centrale. Sauf que cette désignation doit se faire sur la présentation d'un candidat par le président du gouvernement. Voilà. Justement, peut-être ça sera ma dernière question, c'est Abdelhamid, parce que le temps avance à grands pas. Qui contrôle le président de la République? Y a-t-il un moyen de le destituer? Ou qu'en est-il de la situation où il y a donc une vacance dans le pouvoir? Ce sont les articles 83 et qui suivent, donc qui s'intéressent à cette question-là. Ce sont la vacance au pouvoir on a prévu, je pense, deux vacances, la vacance temporaire et la vacance définitive. Oui, tout à fait. Ce sont dans le projet, c'est les articles 82 et suivants du projet. Donc, dans le cas de vacances provisoires, au président de la République, le président de la République a la possibilité de déléguer ses compétences au président du gouvernement
pour une période qui ne dépasse pas les 30 jours. C'est-à-dire lorsqu'il est malade, par exemple. Voilà, et surtout lorsqu'il est capable de déléguer ses compétences. Oui, lorsqu'il voilà. Oui, exactement. Et donc ça c'est l'objet de l'article 82. S'il est dans la possibilité, voilà, parce que l'expérience nous enseigne et parfois qu'on n'a pas et on ne sait pas exactement quelle est la forme de cette délégation. Ici, il faut faire attention parce que même par voie orale, la délégation peut se faire théoriquement. Mais bon, aussi, par ailleurs, il y a une autre forme de vacances. Ici désigné comme étant provisoire, c'est la vacance qui provisoire qui ne permet au président de la République de déléguer ses compétences. D'accord. Ça, c'est une situation qui, je ne sais pas comment on va la faire parce que ici, il faut préciser comment cette délégation de pouvoir va se faire. Ça, c'est dans le texte, c'est absent. Et dans ce cas, il y a intervention de tribunal de la Cour constitutionnelle pour désigner, pour d'abord constater cette vacance provisoire de la présidente de la République et ouvrir la voie au président du gouvernement de prendre la place du président de la République pour une période qui ne devrait pas théoriquement dépasser les 60 jours. C'est-à-dire pour cumuler toutes les attributions, toutes les compétences en cas de vacances temporaires. Donc le problème se pose comment distinguer entre la vacance provisoire et la vacance la vacance provisoire qui est constatée par le président de la République et la vacance provisoire aussi qui est constatée par la Cour constitutionnelle. Donc c'est un problème qui va se poser, on ne sait pas exactement, mais ce sont des problèmes qui se posent uniquement en situation de crise. Tout à fait. Et ça, c'est la force des constitutions, c'est de pouvoir gérer les crises. Là, on aurait pu éviter ce genre de choses, etc., en prévoyant, par exemple, comme le pays avancé, un poste de vice-président, par exemple. Et puis aussi, vous avez mentionné donc la vacance définitive. Il y a aussi une vacance définitive, selon en cas de décès, par exemple. Voilà. Ici, en cas de vacances définitives du président de la République, ou en cas de démission du président de la République, ou en cas de mort, ou d'incapacité permanente, ou pour n'importe quelle raison. C'est le président du Conseil. C'est le président du peuple. Donc c'est le président de l'Assemblée des représentants du peuple qui, après constat de la vacance par la Cour constitutionnelle, qui va assurer le fonction de président de la République pour une durée provisoire, minimale de 45 jours et maximum de 90 jours. Je ne pourrais terminer sans évoquer donc la possibilité aux élus du peuple de destituer le président de la République. C'est l'article 87, donc, et c'est très important, parce que le tiers de ces députés peuvent présenter une requête donc à la Cour constitutionnelle pour le destituer si jamais il a enfreint quelques dispositions. C'est pas le tiers, mais c'est la majorité des membres. Je pense que pour le vote, la majorité des membres. Non, le vote c'est le 2/3. Le vote c'est le 2/3. Donc la majorité des membres ont la possibilité de présenter ou demander, de présenter une motion qui doit être motivée pour demander la destitution du président de la République pour violation grave de la Constitution. Et c'est il revient à la Cour de décider qu'est-ce que la violation grave. Voilà, tout à fait. Et donc c'est l'Assemblée qui décidera de devenir de cette motion de censure de destitution réellement contre le président de la République à la majorité de 2/3 des membres. D'accord. Donc, c'est la Cour constitutionnelle qui, en principe, doit désigner ou doit décider exactement la sanction. D'accord, je vous remercie beaucoup, c'est Abdelhamid Labed. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public dans les universités tunisiennes. C'était l'institution de la présidence de la République, décortiquée dans le cadre de l'émission Dans le vif de la Constitution. Je remercie Marouane Mahfoudi à la technique. Rendez-vous pris pour jeudi prochain, même heure, même chaîne, la plus belle des radios RTCI. Khadija Chouikha vous présentera donc le flash de 9h. Au revoir. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI.
vous propose Dans le vif de la Constitution. Une émission présentée par Anis Moray